Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour cette table ronde intitulée Sexisme, discrimination positive et qualité artistique. C'est une table ronde organisée par le podcast Raw and Radical Women in the Arts que j'ai créé. Je suis Maureen Brodbeck et je suis une artiste et j'ai créé ce podcast dans le but d'ouvrir le dialogue, de provoquer des discussions et des idées autour des thèmes de la femme dans l'art et autour des thèmes majeurs et prédominants pour les femmes dans l'art et dans la société d'aujourd'hui. Je remercie Art Genève qui fête ses 10 ans et tous les participants du podcast et participantes du podcast, le staff de Raw and Radical et aussi Barbara Paula ici présente et Frédéric Elkaïm qui m'ont aidé à l'organisation de ces tables rondes. Nous allons parler d'hommes et de femmes. C'est un peu binaire, mais nous n'excluons pas les autres genres. On va parler d'hommes et de femmes parce qu'on parle aussi de chiffres et donc les chiffres sont classifiés de cette manière. Mes invités aujourd'hui sont Delphine Bedel à côté de moi, Nathalie Herschdorfer, Émilie Ding et Monsieur Alain Comin. Donc, je vais vous parler un peu d'eux. Alors, Delphine Bedel est une artiste, autrice, commissaire d'exposition et directrice de Metabook. Son travail est exposé internationalement et sa plateforme féministe Metabook est dédiée aux pratiques émergentes en matière de photographie, de design et d'édition expérimentale. En tant que conférencière sur ces sujets, ses recherches ont contribué à l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes utilisant l'édition comme médium. Elle est une défenseure de longue date d'un environnement plus inclusif dans le domaine de l'art et du design. Elle est aussi cofondatrice d'une fondation dont elle nous parlera aujourd'hui et de Roadmap for Equality in the Arts aux Pays-Bas. Elle écrit également pour de nombreux livres et magazines. Nathalie Herschdorfer est commissaire d'exposition et historienne de l'art, historienne de la photographie, pardon. Elle dirige actuellement le musée des Beaux-Arts du Locle, où elle a exposé de nombreux artistes, tels que Sol Levitt, Andy Warhol, Alex Prager, Hiroshi Sugimoto, Vic Muniz, Todido, Gary Winogrand et Henri Cartier-Bresson. Elle est très active, bien évidemment, dans la photographie contemporaine, et elle a été invitée à organiser de nombreuses expositions au niveau international. Notamment, elle a été la curatrice de Elle à Paris Photo, un parcours exclusivement dédié aux femmes photographes. Elle enseigne la photographie à l'ECAL, elle est auteure de plusieurs ouvrages et en juin, elle prendra la direction du musée de l'Élysée à Lausanne. Émilie Ding est une artiste suisse. Elle est diplômée, elle a eu un diplôme en 2008 de la HEAD. Elle traduit au travers de formes massives simples et architectoniques les rapports de force qui architecturent notre environnement physique et mental. Elle travaille notamment avec des matériaux structurels comme le béton ou le métal et des méthodes de systémisation qui entrent en tension avec les espaces dans lesquels ils sont exposés. Elle est exposée, bien entendu, dans de nombreux espaces d'art contemporain en Suisse et à l'étranger, notamment au Migros-Museum de Zurich, à la Aargauer Kunsthaus, excusez-moi pour cet accent allemand magnifique, au Palais de Tokyo de Paris, Centre Pompidou, Canal Bruxelles. Elle est lauréate de plusieurs prix, dont le Swiss Art Award, le prix de la Fondation Gandur pour l'art, le prix Grolsch, le prix de la Fondation Lietschi pour les arts et le prix de la Société des arts. Elle est représentée par la galerie Xipas, qui est présente ici dans ce salon. Et maintenant, Monsieur Alain Comin, qui est professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, chercheur au GEMASS Sorbonne Université et membre senior de l'Institut universitaire de France. C'est un ancien élève de l'École nationale supérieure de Cachan et l'Institut d'études politiques de Paris. Il est docteur en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Habilité à diriger des recherches à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il travaille sur la sociologie du marché de l'art ainsi que des institutions et des professions artistiques, des publics, sur le genre, mais aussi sur la globalisation artistique, sur la sociologie des œuvres et sur la notoriété artistique. Parmi ses dernières publications, on trouve notamment Le monde des galeries, art contemporain, structure du marché et internalisation,
publié en octobre dernier par le Centre national français de la recherche scientifique. Et vous avez quelques copies ici, c'est ça? Donc, s'il y a des intéressés, vous pourrez les voir à la fin de cette table ronde. Alors, pourquoi ce sujet? Pourquoi le sexisme et la discrimination positive? Alors, quelques chiffres. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui se passe dans le monde de l'art. Mais 11% des acquisitions sur les 26 musées importants aux États-Unis dans la dernière décennie étaient des œuvres d'artistes femmes, donc que 11%. À Genève, le Fonds municipal d'art contemporain représente 30% de femmes dans sa collection et le Fonds cantonal d'art contemporain représente 525 femmes dans leur collection pour 1106 hommes artistes. Mais cette année, le Fonds cantonal d'art contemporain expose à côté, juste derrière vous, que des femmes sur le stand à Art-Genève. Donc bravo. Dans son article « Comment lutter pour l'égalité des sexes dans les musées d'art » paru dans Suisse Info en décembre dernier, Céline Stegmüller écrit « Dans son message sur la politique culturelle pour la période 2021-2024, le gouvernement suisse a inscrit la promotion de l'égalité des sexes dans le secteur culturel. Mais pour l'instant, les financements alloués par l'Office fédéral de la culture aux musées ne comportent pas de clause d'égalité. Et plus largement, l'idée d'un système de quotas temporaires pour garantir un meilleur équilibre n'a pas réussi à trouver consensus parmi les nombreux acteurs et actrices du secteur culturel. » Donc voilà, pour mieux connaître les invités d'aujourd'hui, je vais proposer qui se présente et qui parle un peu d'eux par rapport à ce sujet. Donc, Émilie Ding, peut-être vous voulez commencer. Alors, est-ce que c'est... Oui. Le fait que je sois une plasticienne qui travaille justement sur des notions de systématisation, de contraintes, c'est un champ lexical qui justement fait complètement partie de ma pratique, et ma pratique se base sur ce champ lexical pour tirer des métaphores plus larges sur les rapports de force et la violence qui peut être qui peut s'architecturer, se structurer autour de l'être humain et de son environnement. Et donc forcément ces questions-là de normes, qu'est-ce qui est la norme, qu'est-ce qui structure l'espace, qu'est-ce qui structure notre environnement, devient aussi en fait une métaphore qui peut être physique mais aussi plus mentale. Merci. Delphine Bedel. Oui, bonjour. Donc, c'est des questions qui sont centrales dans ma pratique depuis plusieurs années en tant qu'éditrice, enseignante ou artiste, et qui m'ont amenée à prendre une position de plus en plus activiste, puisque aujourd'hui même, en fait, on lance une fondation qui s'appelle Engagement Arts Netherlands, qui est inspirée d'une organisation sœur en Belgique, Engagement Arts Belgium, et dont le but est de mettre en avant les questions de discrimination, abus de pouvoir, sexisme et violence sexuelle dans le milieu de l'art, en aidant les survivantes, et aussi en créant un espace de parole pour que ces questions soient abordées, mais aussi faire un travail légal, puisque une partie de l'équipe, ce sont des avocates. Donc on est un groupe d'artistes, activistes, auteurs, curatrices, avocates, une partie basée en Hollande, mais pas seulement, aussi en Inde, en Angleterre, en Allemagne. Voilà. Donc merci de l'invitation, puisque comme ça on peut parler de oui, en effet, merci. questions. Ok, merci beaucoup et bravo pour cette nouvelle fondation. Ça sera la semaine prochaine. Officiellement, le 8 mars, Journée internationale des femmes. Bravo, ma félicitation. Nathalie Hirschdorfer. Bonjour, merci pour cette invitation. J'ai été frappée tout à l'heure quand Maureen, tu m'as présenté, tu as cité beaucoup d'artistes hommes. Et en effet, on retient souvent les hommes dans cette histoire de l'art.
alors même que j'essaye à mon niveau aussi de programmer de plus en plus de femmes et que je me pose cette question vraiment au quotidien. Je dirige une institution, un musée des beaux-arts qui est né au 19e siècle et j'ai réalisé il y a quelques années qu'en effet, je pense que 99% de la programmation de ce musée était une programmation qui présentait des artistes hommes. Et là, il y a un travail énorme à faire au sein des institutions elles-mêmes, parce que je pars du principe qu'on pense qu'on ne connaît pas les femmes, mais en réalité, on connaît ce qu'on présente, ou alors on présente ce qu'on connaît. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour vraiment sortir de cette impasse. Merci. Et oui, donc, vous avez exposé beaucoup de femmes quand même aussi. Alors, c'est un travail auquel il faut s'atteler au quotidien. C'est pas l'idée de ne présenter que des femmes, mais véritablement de les valoriser, de les rendre visibles et aussi d'aller regarder au sein des collections ce qu'on peut trouver et qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui d'être montré au public et simplement d'ouvrir cette histoire de l'art qui est souvent très limitée. Merci beaucoup. Alors Alain Commun. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Voilà, donc je voulais remercier quand même déjà Maureen Brodberg de m'avoir proposé de participer à cette table ronde ce soir, puisque je suis effectivement l'homme de service, ce qui ne me gêne absolument pas comme rôle, et même bien au contraire, parce que la juste représentation des femmes dans le monde de l'art, comme dans tous les domaines, me semble clairement une cause catégorielle, mais ce n'est pas seulement une cause catégorielle, c'est aussi une clause citoyenne. Et donc, comme c'est une clause citoyenne également, eh bien, je pense qu'elle concerne également directement les hommes, et qu'il est important que les hommes prennent position par rapport à ces positions citoyenne, d'égalité entre les uns et les autres, entre les unes et les autres. Et donc, depuis pas mal d'années, donc en tant que sociologue de l'art, j'essaye souvent d'introduire une perspective genrée. Je me suis intéressé notamment aux artistes stars, et donc je me suis posé la question, en quoi les femmes sont-elles justement, ou bien entendu, injustement représentées par rapport aux hommes. Et puis, dans mon dernier livre, là, sur les galeries, j'ai également, à un moment, essayé d'introduire cette dimension genrée, parce que c'est une dimension qui me semble particulièrement importante lorsqu'on commence à réfléchir, notamment sur le monde de l'art. Alors merci à tous d'être ici. Justement, les femmes sont sous-représentées dans le monde de l'art encore aujourd'hui. Alors pourquoi ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi cette inégalité dans la représentation et cette inégalité dans la visibilité des femmes ? Alors peut-être Nathalie ? Alors oui, je vais peut-être répondre en tant qu'historienne de l'art, puisque quand j'ai fait mes études à l'université, on m'a fait lire et apprendre par cœur sans doute l'ouvrage le plus lu dans le monde en histoire de l'art, qui est le Ernst Gombrich, que beaucoup de personnes connaissent. Et dans cet ouvrage, dans la première édition, date de 1950, je crois qu'il n'y a pas une seule femme qui est citée. Il est vrai que j'ai réalisé aussi dans ma pratique que finalement l'histoire de l'art que je connaissais était une histoire qui a été écrite par des hommes. Les grands auteurs, les grands historiens de l'art sont plutôt des hommes. Les grands noms, les grands artistes, ce fameux génie masculin dont on nous parle beaucoup, ces grands créateurs, eh bien en effet ce sont des hommes. Et en visitant d'autres musées, en visitant d'autres collections, en visitant des galeries, j'ai réalisé aussi qu'on présentait principalement des hommes. Donc tout ça est évidemment dû à une longue histoire. Et si on remonte un peu quelques siècles en arrière, on se rend compte en effet que nous sommes les héritiers d'une sorte d'effacement des artistes femmes. Non pas qu'elles n'existaient pas, mais en effet, elles n'ont pas passé dans cette histoire officielle, cette grande histoire de l'art. Je crois qu'il faut avant tout comprendre que ce n'est pas un récit objectif, c'est pas une histoire objective, mais c'est véritablement un choix de personnes qui est le fait d'une société, qui représente aussi des valeurs d'une société. Les femmes
artistes qui ont été cités quand même dans le passé. Je rappelle que Vasari a aussi écrit l'histoire d'une artiste femme. C'est vrai que la plupart de son histoire est consacrée aux hommes, mais il y a quand même une femme citée. Entre le XVIe et le XIXe siècle, on connaît des artistes femmes, et je pense qu'elles ont plutôt été mises de côté, voire effacées à partir du XIXe siècle. Le XXe siècle, c'est aussi une grande histoire du génie masculin, hein, puisque la grande histoire de l'art moderne qu'on a pu voir dans les grandes institutions, comme le MoMA notamment, et si on va regarder, si on allait regarder auparavant les expositions de collections permanentes, eh bien, on valorisait surtout des hommes. Et il y a effectivement quelques noms qui sortaient ici et là, mais qui étaient toujours mis au second plan. Donc il faut vraiment se rendre compte que cet état provient de siècles d'invisibilisation des femmes, et qu'il y a tout un travail aujourd'hui qui est entre les mains d'historiens de l'art qui doit vraiment aller rechercher ces femmes artistes. Non seulement elles existent, mais il y a toute une information à aller chercher, parce que quand on n'a pas l'information, eh bien, on ne va pas les présenter. Et donc, il y a un travail qui doit être fait de la part d'institutions, qui doit être fait de la part de l'université aussi, évidemment, c'est très important au niveau académique, qui ensuite va passer vers le public, qui doit passer dans le cadre de publications, d'expositions, puisque c'est par ce biais-là, en effet, qu'on va présenter ces histoires-là. Donc il y a un long travail, un grand travail qui est là. Il y a de plus en plus d'historiens de l'art aujourd'hui qui s'en préoccupent. Il y a des associations aujourd'hui qui s'en préoccupent. J'aimerais citer le National Museum of the Women in the Arts, qui est un musée américain à Washington qui est né dans les années 80. Et aujourd'hui, ce musée a des associations d'amis qu'on trouve, je crois, dans 18 pays différents, qui, dans chacun de ces pays, vont en effet à la recherche de ces artistes femmes et cherchent à les valoriser par différentes actions. En France, il y a une association très importante qui a été fondée par Camille Morino. Je crois que c'était en 2015 ou 2014, la date est à vérifier, c'est l'association Aware, et qui est aussi un site internet sur lequel on trouve beaucoup d'informations, et qui est vraiment un site qui est mis à jour en permanence et qui nous incite toutes et tous à poursuivre cette histoire. Et il y a d'autres initiatives de ce type, mais on voit véritablement qu'il y a toute une recherche importante à mener. Oui, merci. Et à ce propos, Camille Morino a un épisode dans notre podcast qui date de 2021. Donc, allez l'écouter. Alain Commun, par rapport à cette non-visibilité Il y a un exemple que j'aime toujours beaucoup donner, malheureusement, voilà, parce que je pense qu'il est extrêmement parlant. Sur la scène contemporaine française, une artiste qui est unanimement reconnue comme une artiste importante, je pense à Orlan, je ne sais pas si Nathalie sera d'accord en tant qu'historienne de la photographie, spécialiste de la photographie, qui a été constamment présente depuis les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, donc qui a créé de façon continue, qui a une œuvre extrêmement riche, n'a toujours pas eu, à ce jour, la grande rétrospective à laquelle elle devrait logiquement avoir droit au Musée national d'art moderne, qui est quand même l'instance de consécration ultime en France. Et quand on regarde les hommes qui ont eu droit à cet honneur, eh bien, on peut objectivement considérer que beaucoup ont des œuvres beaucoup moins consistantes que ne l'a eu Orlan. Et quelque chose qui me semble également très caractéristique, c'est que souvent les femmes qui réussissent quand même à être consacrées malgré ce parcours du combattant qui leur est imposé, eh bien, ce sont des femmes qui peuvent compter sur le soutien d'hommes.
Et Orlan a probablement été beaucoup trop indépendante en n'appuyant pas sa carrière sur un homme. Annette Messager était bien entendu la compagne de Boltanski. Sophie Calle était fille de collectionneur. Aujourd'hui, Camille Enrault est fille de collectionneur important. Je ne veux pas dire que ces femmes-là n'ont pas de mérite, mais simplement qu'il a vraiment fallu cumuler également les ressources dans leur environnement proche pour pouvoir accéder à probablement une reconnaissance qui était une reconnaissance juste. Et quand on les compare avec le cas d'Orlan, qui aujourd'hui est une artiste qui doit avoir à peu près 75 ans, eh bien, elle attend toujours sa grande rétrospective qui viendra la consacrer en France et internationalement. Et quand on prend le point de vue de l'histoire de l'art, elle fait probablement partie des artistes français des deux genres confondus qui sont les plus présents. Elle est là systématiquement dans l'histoire de l'art féministe, elle est là systématiquement dans l'histoire de l'art corporel, elle est là systématiquement dans l'histoire de l'art sur art et nouvelles technologies, systématiquement dans art et performance, et pourtant, elle n'a toujours pas eu droit à cette grande rétrospective au Centre Georges Pompidou. Donc j'espère qu'on la verra prochainement. Merci. Et justement, par rapport à l'éducation et la visibilité, Millie Ding, peut-être que vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est une organisation aussi qui se fonde déjà lors de l'éducation, enfin l'accès à l'éducation en art, où c'est vrai qu'en France et en Allemagne, on a toujours ce système de Meisterklasse, où c'est souvent, enfin qui est symboliquement souvent représenté par un homme artiste qui chapeaute un studio, des étudiants, et dans vraiment une vision complètement, enfin un sentiment complètement tutélaire et omniscient. Et ça, j'ai l'impression que ça augmente encore plus, ça fixe cette idée aussi dans la tête des jeunes lors de leur formation, d'avoir justement cette espèce de figure tutélaire, souvent justement qui fait un peu patriarche à mon avis, mais voilà, je vois ça comme ça, chose qu'on a peut-être moins dans d'autres pays. Oui, effectivement, c'est le Meister qui est au-dessus des autres. Alors justement, les artistes, plus particulièrement les femmes artistes, sont-elles plus isolées? Et pourrions-nous parler de disparité des pouvoirs, Delphine Pendel? Oui, il y a un élément que je voudrais ajouter aussi, c'est que c'est essentiel d'avoir une perspective intersectionnelle sur ces questions de visibilité et d'invisibilité. En France, l'homosexualité a été légalisée qu'en 1981, donc ça veut dire que tous les artistes avant qui se définissaient comme un genre ou un autre, puisque le spectrum était quand même très important, ne pouvait pas publiquement exister, sauf au risque d'être emprisonné ou arrêté ou condamné. Donc cette histoire-là aussi doit être écrite. Aussi les artistes issus de l'immigration qui n'ont pas, on pourrait poser la même question dans les places des collections, des expositions, etc. Après, sur les stratégies de visibilité ou d'invisibilité, il y a des artistes qui ont utilisé ça, je pense. Il y a un exemple, dans une interview, la photographe Gisèle Freund, elle raconte quand elle a commencé la photo documentaire, quand elle est arrivée en France, on n'imaginait pas qu'une femme puisse écrire sur la photographie. Alors elle a inventé un journaliste qui s'appelait John Anderson, avec qui elle voyageait, et qui écrivait les captions, les légendes de ses photos. Et donc, dans ses premiers reportages, elle voyageait avec ce journaliste invisible. Et donc, les stratégies de survie, et je peux citer des dizaines d'exemples comme celui-ci, ou même la photographe Gerda Taro, qui, elle, d'après sa fille, décrivait qu'elle voulait être une invisibiliste. Et par là, elle disait que elle avait fui la Hongrie, puis la France, l'Espagne, pour arriver au Mexique sous une fausse identité qu'elle n'a jamais révélée même à ses enfants. Elle disait que le fait d'être invisible était la condition de sa survie. Donc, c'est intéressant de poser la question de la visibilité et de l'invisibilité comme stratégie artistique. Et l'autre partie de la question, c'était l'abus de pouvoir, disparité et abus de pouvoir.
ça existe dans tous les milieux, mais ce qui est spécifique au milieu de l'art, c'est qu'il y a une grande individuation. Donc les rapports de force peuvent être, ou les disparités de pouvoir peuvent être extrêmes entre, par exemple, un artiste émergent et une collection corporate, une collection d'entreprise. Donc ça, c'est une des singularités du milieu de l'art. Et l'autre singularité, c'est qu'en dépit des législations qui existent pour protéger les gens qui travaillent, qu'ils soient indépendants ou sous contrat, on voit que dans beaucoup d'institutions culturelles, il n'y a pas de code de conduite, il n'y a pas de code d'éthique, ou quand ils existent, ils ne sont pas effectifs, ils ne sont pas mis en place, il n'y a pas de procédure claire, il n'y a pas de transparence, où l'accès à l'information est difficile, etc. Donc il y a un énorme travail à faire en amont, de prévention, d'information, d'éducation, comme ici ce soir, de créer un espace de parole pour aborder ces questions, parce que les protocoles pour porter plainte ou les procédures judiciaires, c'est l'après. Et il faut travailler vraiment avant, il faut prévenir cette violence sociale. Alors j'ai une petite question pour Alain Commun, parce que dans l'interview Grand Entretien avec le sociologue Alain Commun dans le numéro 0 de Femmes d'Art, vous avez dit « Actuellement, les artistes femmes ont donc tendance à être davantage intégrées, mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui elles seraient représentées à égalité. Cela signifie juste que l'injustice est moins forte qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. » Pourriez-vous élaborer un peu là, sur cette idée ? Oui, alors absolument. Quand j'ai travaillé donc, sur la période du début des années 2010, par exemple, j'étais très frappé de voir que la part des femmes avait tendance à augmenter dans les grandes institutions, mais c'est parfois interprété de façon assez inexacte, dans la mesure où les femmes sont aujourd'hui plus présentes, les gens imaginent que les problèmes sont complètement réglés et que les femmes sont aussi présentes que les hommes. Ça veut simplement dire que l'injustice est moins marquée qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou 20 ans, mais lorsque l'on essaye d'objectiver par des données chiffrées, par des données statistiques par exemple, eh bien on constate que la part des femmes a tendance un petit peu à plafonner aux alentours de 20-25% parmi les artistes les plus en vue dans le monde, alors que les femmes, on le sait, représentent environ la moitié de la population des artistes plasticiens. Et ce qui m'avait à l'époque beaucoup inquiété, de certaine façon, c'était que l'on observait en quelque sorte un plafond. On était aux alentours de 20, 21, 22, 23, mais on voyait que la courbe avait tendance à beaucoup s'infléchir, et donc ce qui pouvait donner à penser que finalement on arrivait d'un plafond de verre que l'on connaît dans de nombreuses situations lorsque les femmes sont concernées. Et donc c'est quelque chose qui finalement amène à penser qu'il faut réagir de façon active en instaurant des mesures telles que la parité, par exemple, parce que sinon on n'y arrivera pas. On voit bien qu'il y a des comportements qui sont très ancrés, qui ne sont probablement pas conscients du tout. Les décideurs ne souhaitent pas de façon délibérée être injustes envers les femmes. Toujours est-il, lorsqu'ils décident de programmation, lorsqu'ils décident d'achat, eh bien, on voit que cela se fait en défaveur des femmes. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut passer à des mesures actives et il faut corriger les inégalités par des mesures fortes et efficaces. Merci. Émilie Ding. Oui, parce que c'est vrai que justement, nous, on est tous structurés par ces normes. Et donc, on a en nous des systèmes profondément injustes qui se développent dès le début. Donc, on est autant... je suis sûrement autant misogyne que n'importe quel homme, parce que j'ai aussi été éduquée dans un système misogyne. Donc on voit aussi que ces vieilles habitudes inégalitaires reviennent très facilement et se recristallisent très facilement. Et ça me fait penser justement à Yvette Roudy, qui avait travaillé sous Mitterrand, à essayer de travailler justement sur l'idée de parité, et qui disait que justement le danger de croire en cet effet de « ah, maintenant c'est résolu », on ne s'en préoccupe plus, c'était prouvé qu'en fait ça ne fonctionnait pas comme ça, que c'était quelque chose qu'il fallait sans cesse travailler et retravailler, parce que les biais revenaient toujours systématiquement si on
on n'y faisait pas attention. Les vieilles habitudes sont tenaces et en fait, ça va mettre beaucoup de temps avant qu'on puisse démanteler cette chose-là. Nathalie Herschdorfer, vous en... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment, voilà, moi, dans mon rôle, je vois très bien quand je me retrouve dans un jury, quand je me retrouve face à des artistes, quand je me retrouve sollicitée, parce qu'en effet, dans les institutions, on est très sollicité, non seulement par les artistes, mais aussi par les personnes qui représentent ces artistes. On reçoit des dossiers. Eh bien, j'ai pu observer que j'avais principalement des dossiers d'artistes hommes. Et les artistes qui me contactent de manière un peu appuyée, généralement, ce sont des hommes. Donc, il y a en effet des façons de fonctionner. Aussi, je pense au jury. Je pense que si on a une parité de femmes et d'hommes dans les jurys, il y aura certainement des choix de travaux différents aussi qui vont ressortir. Parce qu'il n'y a pas du tout de fatalité. Hein. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas programmer ou choisir plus d'artistes femmes. Ce n'est pas ça. Mais je pense que les femmes, de manière générale, ont une sensibilité quand même et vont faire un peu plus attention. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Et simplement, lors de concours, si on s'assure que des femmes sont bien présentes dans les jurys, ça va aussi certainement déplacer un peu le curseur. Et je rappelle quand même que dans les écoles d'art, aujourd'hui, les chiffres sont les mêmes en France qu'en Suisse. Il y a 60% de diplômées femmes. Donc, il y a plus de femmes qui sortent des écoles d'art. Mais ce n'est pas ce que moi j'observe au moment où les professionnels sont là. Et ce n'est pas ce que j'observe du tout parmi les galeries. Et ce n'est pas ce que j'observe parmi dans les programmations d'institutions. Alors justement, on parle de quotas, on parle de chiffres. Et Delphine Bédel, vous travaillez beaucoup avec le data et le data monitoring. Alors où en est-on avec ça? On n'est pas très loin. Donc, sur ces questions-là, il faut avoir une approche aussi féministe sur les data, puisqu'il y a beaucoup de bias, de biais statistiques. Dans les musées européens, je crois que le pourcentage d'œuvres faites par des femmes, c'est de l'ordre de 4%. En statistique, c'est une marge d'erreur. 4%. Donc, on a une marge d'erreur, en fait, dans les collections muséales. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a des pays qui sont très actifs, dont la France, par exemple, qui a mis en place, sous l'égide d'Agnès Salle, la feuille de route d'égalité et qui a mis en place des quotas par secteur, en passant par le cinéma, le théâtre, la danse, la photographie, l'architecture, etc., avec une politique très forte. Et sans les quotas, elle dit qu'on mettrait 150 ans pour arriver à l'égalité. Donc c'est un peu un accélérateur, le quota. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc les chiffres, toutes les analyses montrent que les chiffres, c'est la base pour sortir des opinions et aller vers des faits. Et prendre la mesure, parce qu'on a tous des biais positifs, comme ça vient d'être expliqué. On pense que la situation est meilleure qu'elle est. En fait, la situation, elle est absolument catastrophique. Aussi, quand les musées achètent des œuvres, ou si on analyse, on voit que c'est souvent... Par exemple, si on regarde juste hommes-femmes, on va peut-être trouver un pourcentage intéressant, mais quand on regarde les œuvres qui ont été achetées ou les budgets qui sont investis, on voit que c'est des œuvres mineures, alors que les budgets vont être pour acheter des œuvres majeures ou même des archives, alors que souvent, on invite j'ai plusieurs témoignages comme quoi on demande aux femmes de donner leurs archives gratuitement à des musées, alors que si c'est un homme, on va les acheter. Et quand les archives existent, ce qu'on voit historiquement, c'est que généralement, elles ont été données par les femmes. Et c'est pour ça qu'on les a, parce que sinon, cette histoire, elle a été effacée. Donc, les dates, avoir les chiffres, c'est aussi les recommandations européennes de l'Institut européen de Heigl, je ne sais pas l'équivalent français, European Institute for Gender Equality. Il y a tout un appareil de traités, de conventions, de recommandations qui ont été signés par l'Europe, j'imagine peut-être aussi par la Suisse. Donc, les outils, on les a. Sauf que
souvent les budgets, comme ça vient d'être évoqué, ne sont pas mis en œuvre pour pouvoir faire ces enquêtes statistiques, parce qu'il faut que ces enquêtes soient faites chaque année pour commencer à être efficaces. Il faut qu'à partir que ces chiffres soient analysés, et sur la base de ces chiffres, on peut mettre en place par secteur des politiques culturelles. Parfois, par exemple, dans le cinéma, ce que raconte Agnès Salle, par exemple, dans le cinéma où les disparités étaient telles qu'ils ont fait des incitations financières pour compenser, alors que dans d'autres secteurs, ça sera l'inverse. Ils vont faire comme les assurances, un genre de malus où les institutions ont 2 ans pour changer leur programme, et si elles ne changent pas, elles perdront leur subvention. Donc il faut aussi des ouais, voilà. Merci beaucoup. Donc justement...